Ça t'es-tu déjà arrivé de te lever un matin après une grosse game de pickleball avec des raideurs, des maux de dos? Génacol te propose des solutions naturelles pour s'occuper de tes articulations. Des raideurs et des douleurs articulaires, ce n'est pas des problèmes de vieillesse. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps, de voir les signaux avant-coureurs et de commencer plus tôt que tard pour avoir des bienfaits sur le long terme pour préserver son confort. C'est pour ça que Génacol t'accompagne dès les premiers signes d'inconfort. Donc, Jean-Thomas, on trouve ça où, Génacol? Les produits de Génacol sont disponibles dans toutes les pharmacies au Québec. Rendez-vous au génacol.ca pour découvrir toute la gamme des produits. Et avec le code promo Émergence20, tu as 20% de rabais sur toutes tes commandes en ligne. Puis le plus important là-dedans, c'est que Jean-Thomas, t'es pas trop jeune pour Génacol. Je le sais, j'en prends. Tu m'apprends rien. Alex, comment? En ce moment, mon but pour la fin de l'année, c'est de me faire signer sur le circuit PPA. Ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais énormément ça, me rendre fin de l'année, peut-être top 30 PPA. Cette année, je me suis rendue à 62. Bienvenue à Émergence Pickleball, le podcast qui démystifie tout ce qui touche le pickleball au Québec. Aujourd'hui, on a vraiment un épisode spécial. Pourquoi? Deux choses. Parce qu'on est 4. Et 2, on reçoit une professionnelle de pickleball. Mais avant, Jean-Thomas, comment tu vas? Ben, je vais bien. Merci de prendre le temps de le demander. Je suis content d'être là. Je suis content de rencontrer Anne-Sophie. Simon, we go way back maintenant. Non, Monsieur mais Dooper. c'est toujours... Oui, Monsieur Dooper. On a joué ensemble. On a joué quelques matchs depuis. Dooper est confirmé même un peu plus haut que son Dooper indique. Là. Ah, t'es gentil. Ouais, je dirais 4.47. Ah, c'est pas Wow. Un pire, ça, solide quand même. 4.47. Ok, c'est précis. Non, mais c'était le fun. On a joué ensemble à Sherbrooke une fois, puis Ouais. aussi à Saint-Roch. Puis Exact. Simon est vraiment solide. C'est le fun de jouer avec. Puis, On a eu des bons matchs. On a eu des beaux matchs, Des 3 heures intenses. Ouais, Vraiment. pour vrai, Merci à ceux qui ont joué avec nous. C'était vraiment fun. Malade. c'était vraiment le Euh, fun. ben, En fait, c'était aussi un privilège pour eux. Là. C'est une joke, c'est une blague. Fait que Non, Jean-Thomas, mais je suis très content d'être on là. reçoit aujourd'hui Anne-Sophie Courteau, professionnelle de pickleball. Comment ça va, Anne-Sophie? Ça va super bien, Ça va merci. bien. Oui. On a aussi Simon Toupin de Émergence Pickleball qui va nous assister un peu, qui vous connaissez super bien. Donc, moi et lui, on a eu la brillante idée de dire, ben, let's go, embarque dans le podcast. Puis plus de fous qu'on est, mieux que c'est. De toute façon, une game de pickle, ça se joue à 4. Exactement. À Exactement. 4. Le podcast, on va le faire à 4 aujourd'hui. Très bonne idée, Alex. Là, il va falloir que tu rentres le résultat présumé de... Comme Dooper. Moi et Anne-Sophie contre vous deux. Oh, non, mais Ça... le résultat présumé, il fait peur, Ouais, il faut probablement. pas un peu, ça. Non, On va le sauter, J'aime celle-là, pas je pense. ça, nous deux contre eux, parce qu'avec le nouveau Dooper, on va sûrement baisser si on perd un point. Ah, ça prendrait un 15-0, 15-1, mais je Ouais. pense que c'est réalisable, peut-être. OK. À suivre. Anne-Sophie, en fait, j'aimerais que tu te présentes. Puis j'aimerais que tu nous parles un peu de ton background, d'où tu viens avant le pickleball. Parfait. Donc, ouais, ben, avant le pickleball, j'étais une joueuse de tennis. OK? Ouais. Puis, c'est ça, j'ai joué professionnel. J'ai un classement professionnel en simple et en double. J'ai joué 4 ans, en fait 5 ans universitaire aussi. J'ai joué 4 ans à West Virginia University puis 1 an à Xavier University à Cincinnati. Puis, c'est ça, je joue depuis que j'ai 2 ans. Mes parents, ils étaient dans le tennis. Ouais. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Oh oui, Il y a j'aurais pu 2 vous ans, montrer je une savais à photo. peine marcher. Toi, tu tenais déjà une raquette? Ah ouais, j'ai une photo que j'ai mis de moi quand j'étais pro, puis une photo de moi à 2 ans, puis la préparation est pareille. Là. Wow! OK, 2 c'est ans. impressionnant, ça, 2 ans. Ben quand même. Puis, mettons, ton classement de tennis, mettons, canadien, tes meilleurs accomplissements de tennis, ça ressemble à quoi? OK, ben de l'âge de 12 ans à 18 ans, j'ai toujours été dans le top 2 ou 3 au Québec, puis chez les pros, quand je jouais professionnel, j'étais dans les top 7 au Canada. Ouais, donc c'est ça, j'ai gagné les championnats québécois pas mal de fois, peut-être comme 10-12 fois, puis des championnats canadiens aussi. Puis c'est quoi qui t'a fait? Est-ce que tu as arrêté le tennis par un moment donné manque d'intérêt parce que tu t'es dit à le niveau professionnel de jouer sur le WTA, c'était plus accessible? Qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être tu décroches du tennis? Ouais, je te dirais, moi,
vraiment, dans ma tête, c'était je veux jouer pro, c'était ça mon but. Mais à 14 ans, je me suis déchiré bien des ligaments dans mon poignet. Puis depuis cet âge-là, j'avais de la cortisone tout le temps. Puis la douleur lâchait pas. Puis je ne pouvais pas m'entraîner autant que je voulais, même au point que j'ai joué 1 an et demi dans un plot. J'ai gagné les Québécois à une main. J'ai joué les Canadiens à une main. Ouais, même mes tournois professionnels. Mais est-ce qu'à la base, tu avais un revers à 2 mains? Ouais, revers à 2 mains. Fait que là, j'ai développé une vraiment bonne slice. Et j'ai appris comment contourner mon revers de partout dans le terrain. Fait que tu vois ça aussi dans mon pickleball. Ah ouais, okay. C'est tout du chinois pour moi. C'est tout du chinois. Moi, je viens pas du milieu du monde de la raquette. Au contraire, j'ai appris le pickleball là, à peine 6 mois cet été. Donc, c'est tout un nouvel univers pour moi de te connaître, de connaître d'où tu viens aussi. Là. Mais c'est vrai qu'à ce temps que tu le dis, je le savais pas, que tout ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'à ce temps que tu le dis, je le vois un petit peu dans ton jeu de pickleball, surtout que tu contournes pour ton coup droit. Là. Je suis capable de le voir. Puis, le pickleball, tu as commencé... Je pense que ton premier tournoi, c'était à notre tournoi il y a 3 ans à Saint-Hyacinthe. Là. 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans à Saint-Hyacinthe. C'était une des premières fois que tu jouais. Oui, ça faisait 1 mois que je jouais au pickleball, puis c'était mon premier tournoi. Je pense que je l'ai joué avec Emma Lee puis Haido, c'est ça? Exact. Ouais. Je me rappelle, tu m'as battu avec Haido en finale. Yes! En fait, l'affaire de ce tournoi-là, c'est qu'Anne-Sophie, on avait joué contre c'était la catégorie 4.5+, qui à l'époque était la catégorie la plus forte au Québec. Ouais. Match de pool, on avait joué contre, je me rappelle, on vous avait battu 15-0, 15-1. Mais Anne-Sophie, elle n'avait jamais vraiment joué avant. Elle venait de commencer à jouer. Fait que pendant le tournoi, elle s'améliorait, elle, de match en match. Sa progression était comme ça. Fait qu'on les a plantés en pool, ça n'a pas si bien été. Puis là, finalement, elle nous a battus en finale parce que c'était une joueuse complètement différente. Ah ouais, mon Dieu, tu saisis les patterns rapidement à l'intérieur d'un même tournoi. Mais en même temps, tu as tellement un passé sportif. Là. Mais est-ce que ta transition entre le pickle et le tennis, là, en ce moment, es-tu comme que pickle ou tu reviens au tennis de temps en temps? Ou... Ouais, je suis vraiment que pickle en ce moment. Je te dirais, dans les 2 dernières années, j'ai peut-être joué au tennis 3 fois. Mais c'est vraiment déprimant. Jouer au tennis après avoir joué au pickleball, je me sens comme si j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je me suis dit, cet été, je vais commencer à jouer au tennis au moins 3 fois semaine parce que je trouve ça triste de mettre 25 ans de ma vie là-dedans puis de plus savoir jouer au tennis. J'ai vraiment une question pour toi parce qu'habituellement, on utilise souvent un autre sport. Dans le podcast, on utilise un autre sport pour dire qu'est-ce que ça t'a avantagé au pickle. Toi, je vais virer la question à l'envers. Qu'est-ce que le pickle ou le tennis qu'est-ce que le tennis a désavantagé au pickle ou qu'est-ce que le pickle a désavantagé au tennis? Ouf. OK. Je te dirais, c'est plus facile parler des désavantages pour le tennis. Mais c'est l'affaire qui change le plus, c'est la lourdeur de la balle. Fait qu'au pickleball, il y a 0 lourdeur ou poids dans la balle. La balle reste vraiment légère. Donc, quand tu arrives au tennis, puis là, tu joues avec quelqu'un qui joue bien ou qui frappe fort, puis là, la balle arrive, puis il faut que tu frappes, tu te fais lancer par la balle. Là. C'est comme... c'est difficile de rester sur place puis passer à travers la balle. C'est vraiment un autre feeling. Il y a ça, puis aussi la balle au tennis rebondit tellement plus avec les cordes sur la raquette, donc le contrôle est plus difficile aussi. Donc, je dirais, c'est ça. Le contrôle puis la lourdeur de la balle. À distance, moi, j'ai comme toi, pas ton niveau, mais j'ai joué quand même beaucoup au tennis. Puis quand j'ai essayé de rejouer 1 ou 2 fois dans les dernières années, la distance avec la raquette m'a quand même fait mal. Je sais pas si toi aussi ça t'a... Faut vraiment que tu t'adaptes. Excusez mon cell son. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en mode nuit, mais visiblement, je l'ai mal mis en mode nuit. Mais moi, j'ai été plus dérouté. Je pense que quand je recommence à jouer au tennis, ça me prend peut-être un 5 minutes, puis je suis moins dérouté que si je rejoue au ping-pong à cause que moi, je tiens ma raquette comme au ping-pong, au pickle. Fait qu'on dirait qu'au tennis, je repogne mon mouvement. Mes bases de tennis reviennent un petit peu plus vite qu'au ping-pong où là, je défonce toutes les balles. Ouais. Parce que là, la balle de ping-pong est quand même plus légère que la balle de pickle. La raquette de pickle est plus grosse que la raquette de ping-pong. Fait que là, tout revole partout. Mais au tennis, quand je reviens, j'ai peu joué récemment, mais j'ai moins l'impression d'avoir tout perdu
que le ping-pong. Où ça serait à cause de la prise. Mettons, psychologiquement ou mentalement, vu que tu as la même prise, c'est plus difficile pour toi au niveau de la longueur de la raquette. Ben, en tout cas, c'est parce qu'au ping-pong, je la tiens exactement pareil. Fait que là, toutes les proportions sont comme complètement virées à l'envers. Tandis qu'au tennis, je fais mon revers à 2 mains, ce que je fais pas au pickle. Je tiens ma raquette basse, là, normalement, au tennis. Fait on dirait que ça me déroute moins. C'est comme j'ai l'impression de commencer un sport qui est comme différent, tandis qu'au ping-pong, là, je suis tout mêlé. Mais est-ce que tu jouais au tennis aussi en double? Parce que là, j'imagine que tu joues un peu plus en double au pickle ou tu joues aussi en simple? Oui, je joue les deux au pickle. C'est sûr qu'il y a un peu moins l'environnement pour le simple au Québec ou au Canada, je dirais. Pour le pickleball, c'est pas encore hyper développé, mais ça va venir. Mais donc, je joue plus en simple aux États-Unis. Mais ouais, je fais les deux. Mais est-ce que au tennis, tu jouais aussi en double ou c'était surtout le simple? C'était beaucoup le double aussi, surtout à l'université. Le double, c'était une partie très importante là, quand on jouait nos matchs. Fait que, beaucoup de double. Parce que je pense quand même que les personnes qui... Parce qu'une fois, dans un genre de séance improvisée de pickleball, il y avait Jocelyn Robichaud, qui est un ancien joueur de tennis. Puis il était, je pense, spécialiste du double, lui, particulièrement. Puis j'ai l'impression que ceux qui jouent tennis en double beaucoup ont un avantage. Autant le tennis peut déjà être un avantage, mais sur je ne sais pas si tu es d'accord avec le double, la façon de réfléchir à comment les points se bâtissent au tennis puis au pickle, il y a un rapprochement. Est-ce que tu dirais ça? Oui, il y a un rapprochement, mais surtout, c'est beaucoup avec le positionnement. Puis aussi lire ce que ton partenaire y fait, puis un peu prévoir où te placer quand ton partenaire frappe une shot en particulier. Fait que, je pense que ça l'aide énormément. Fait que là, si on fait la progression de ta carrière de pickleball, tu commences à jouer, tu me bats en finale. Oui. Après ça... Étape 1, battre Simon. Exact. À son premier tournoi, battre Simon en finale. Après ça, tu continues de progresser. Puis c'est à partir de quel moment que tu t'es dit, tu sais, j'imagine que tu savais que tu allais être relativement bonne dans le sport, mais tu t'es dit, je peux peut-être réussir à percer dans le sport puis atteindre un certain niveau. Y a-t-il un moment clé que tu t'es dit ça? Je pense pas qu'il y a un moment clé. Moi, je vois le sport tout le temps comme un développement continuel tout le temps. Il faut tout le temps que je m'améliore. Donc, je te dirais que moi, j'ai vraiment commencé. Je m'étais dit, je vais faire ça pour le fun. Ça va être social. Je veux juste bouger. Je veux rencontrer du monde. Puis après 3 semaines... j'étais pas capable. Fallait que je rende ça compétitif. T'as fait comme nous tous en disant « Hey, je pourrais être pro. » Fait que j'ai commencé par jouer, c'est ça, tes tournois. Puis là, après avoir gagné ça, là, je me suis inscrite au CNPL. Ernesto m'avait recommandé de faire ça. Puis j'ai fait ça. Puis là, on l'a gagné cette année-là. Puis moi, tout de suite, dans ma tête, c'était qu'est-ce que je peux faire pour continuer à m'améliorer? Parce que là, j'ai gagné pas mal au Canada, mais la plus grosse partie du pickleball, c'était aux États-Unis. Ouais. Les gros joueurs sont là-bas. Donc, je m'étais dit, il faut que j'aille voir ça a l'air de quoi le pickleball là-bas si je veux continuer à m'améliorer. Donc, je n'ai même pas été m'inscrire au PPA parce que je pensais, OK, je suis prête pour jouer pro. J'étais allée là pour me dire, OK, il faut que j'aille jouer contre eux pour savoir qu'est-ce que j'ai à m'améliorer comme en revenant ici. Donc, je me suis inscrite à mon premier PPA, c'était celui à Dallas, fait que le plus gros de l'année à Dallas. Là, on remonte à quoi? Là, 1 an, dans le fond? 1 an et demi? Oui, novembre 2024. Okay. C'est quand même assez incroyable. Ça, c'est récent. Là. Parce que PPA, c'est pour ceux qui ne savent pas, PPA, c'est le plus gros circuit de tournois aux États-Unis. C'est comme le ATP au tennis, le circuit professionnel de pickleball. Comme la NHL pour le hockey, mais pour le pickleball. Il y a un deuxième circuit un petit peu en dessous qui s'appelle le APP. Mais le PPA, c'est vraiment là que toutes les Ben Johns, Annalie Waters, toutes les grosses vedettes jouent. Oui. Donc, je me suis inscrite là. Et je me suis qualifiée en simple puis en double. Puis en me qualifiant, j'ai joué tout de suite première ronde contre Anna Bright puis Rachel Rohrbacher, donc qui était classée 2e au monde après Anna Lee puis Catherine Parenteau à ce moment-là. Wow. Donc c'était quelque chose, mon premier tournoi professionnel. Wow. Je joue contre les numéros 2 au monde. Puis c'était juste intéressant de voir que j'étais capable de jouer avec eux puis de jouer à ce niveau-là, mais c'était aussi
vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'eux, ils faisaient tellement meilleur que moi. Puis tout de suite, en revenant de ce voyage-là, je pense que mon jeu a monté de comme 2 coches parce que j'ai vu c'était quoi jouer. Tu savais quoi travailler. Ouais, exactement. Tu savais exactement où tes faiblesses étaient en fonction d'eux. C'est ça. Donc, je me suis dit qu'il faut que je continue à jouer des tournois à ce niveau-là si je veux continuer à m'améliorer. Donc, je suis un peu allée pro avec cette mentalité-là. Puis depuis, ça va pas mal bien. Mais Puis tu dirais que c'est quoi, justement, les choses que tu as observées chez ces deux adversaires super forts, puis que tu t'es dit, au Québec, il va falloir que je travaille ça. C'est quoi spécifiquement que tu as dénoté qui était la coche que tu n'avais peut-être pas à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, la plus grosse affaire, c'était d'avancer à la ZAC le plus rapidement possible. Moi, des fois, je prenais, peut-être mes resets n'étaient pas assez bons, mes third shot drops n'étaient pas assez précis, donc ça me prenait peut-être 2-3 coups de plus pour me rendre là. Mais contre des bonnes joueurs, si tu ne te rends pas sur ton premier drop, tu ne vas pas te rendre là pour le restant du point. Ils sont tellement bonnes à te garder à fond de terrain. Donc, c'était vraiment pratiquer ça, de vraiment améliorer mes third shot drops, puis de monter, puis être meilleur en transition pour me rendre là tout de suite, puis pas rester à fond de terrain tout le long du point parce que c'était rough. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est que eux, ils jouent pareil tout le long du match. Ils vont pas... Comme moi, j'ai tendance, des fois, quand c'est un point important, je vais essayer de frapper comme plus fort ou gagner un point plus rapidement parce que j'étais un peu excitée dans ma tête. Je suis comme, OK, je peux gagner, il faut juste que je gagne un autre point, puis là, je rush. Mais eux, ils vont tout le temps jouer pareil. Ils vont se concentrer plus sur la précision, puis pas faire d'erreurs, puis te laisser faire des erreurs. Puis c'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup de leurs matchs. C'est juste... quand leurs adversaires font des erreurs. C'est que j'entends la description du jeu de Jean-Thomas Jobin. Tu penses-tu que c'est... Là, c'est quand même une question tu n'as pas nécessairement la réponse, mais tu sais, mettons, ces joueurs-là, ils ont un avantage parce qu'ils jouent aux États-Unis, puis c'est un peu des clics là-bas des meilleurs joueurs au monde. Un petit peu version Québec, des fois les meilleurs joueurs jouent ensemble, mais version encore pire là-bas. Est-ce que c'est possible, en étant au Québec, d'atteindre le niveau de ces filles-là, même sans être avec eux puis pratiquer avec eux jour après jour? Je te dirais que je pense que tout est possible. Ça dépend de comment tu t'entraînes. Je pense que si tu t'entraînes avec de l'intention, puis c'est ça, l'intention spécifique, puis de toujours vouloir t'améliorer, tu peux définitivement te rendre là. Mais c'est sûr que aussi... à chaque fois que tu vas jouer contre eux, ça va te prendre une période d'ajustement si tu pratiques pas avec ça. Donc, moi, ça m'arrive. Des fois, j'arrive, ma première game, mettons, ça me prend un peu de temps à me rentrer dans le match, mais une fois que je suis rentrée dans le match, là, on peut avoir des games vraiment serrés ou les battre et tout. Mais c'est ça, il va avoir une période d'ajustement. C'est sûr que ça l'aiderait énormément si tu pouvais t'entraîner avec eux tout le temps. C'est cruel un peu parce que, tu sais, les PPA, les gros tournois, tu m'arrêteras si je me trompe, là, mais pour atteindre le main draw, fait que le tableau principal où tous les meilleurs joueurs jouent, il y a des joueurs qui sont déjà qualifiés. Selon leur classement, les joueurs les mieux classés, eux, accèdent déjà au tableau principal. Genre Annalie, ouais, exactement. Les autres, ils ont toujours leur place. C'est ça. Puis il y a un nombre de places qu'il faut que tu passes par le tableau de qualification. Donc, que tu gagnes ou tu te rendes loin dans la qualification, sauf que la qualification, c'est un match. Si tu perds, c'est éliminé. Fait que là, ce que tu dis que des fois, ça prend un petit temps d'ajustement, mais dans le fond, quand il faut que tu passes par le tableau de qualification, puis là, le temps d'ajustement, des fois, tu l'as comme pas parce que dans le fond, tu te déplaces, tu fais le tournoi, tu perds un match, tu es éliminé. Puis là, dans le fond, tu peux faire, toi, tu fais souvent simple féminin, double mix. Fait qu'au moins, tu as 3 épreuves où tu peux performer, ça te laisse un peu plus de chance, mais c'est quand même un certain déplacement. Tu sais, mettons, là, se déplacer à Dallas, payer l'hôtel, tout le coût des tournois, puis là, t'as do or die sur une game. Ouais. C'est quand même game, brutal comme sport. 2-2-3 ou... C'est les qualifs, c'est des 2-3, hein? Des 2-3, ouais. 2-3 de game de 11 ou de 15. Je te dirais que ça m'est arrivé dans mes premiers tournois d'arriver là puis de perdre premier tour qualif, simple, double mix. Oh puis là, le tournoi, normalement, ça dure une semaine, puis tu bookes pas ton vol puis ton hôtel pour 2 jours, tu le bookes pour une semaine. Fait que là, t'es là, première journée, puis les qualifs, ça joue toute la même journée aussi. Donc, peu importe la catégorie. Ouais, t'es out la première journée, c'est ça, puis ça, c'est rough. Mais moi, j'essaie de me dire, dans ces situations-là, je vais essayer
jouer le plus de games avec le plus de bons joueurs possible toute la semaine pour en profiter au max. Mais ouais, comme tu sais, si tu te fais éliminer, malheureusement, tu te dis que je vais me servir du fait que je suis sur place puis je peux quand même avoir un échantillon contre des joueuses fortes pour pouvoir avoir ce bagage-là quand même. Oui, exactement. Ouais, je comprends. Puis, mettons pour ton entraînement, parce que toi, tu n'habites pas aux États-Unis, tu habites au Québec, versus des gens qui, eux, s'entraînent tous ensemble. Là. De ce que j'ai compris aux États-Unis, c'est des groupes de joueurs qui sont dans des groupes différents, puis s'entraînent tous ensemble, puis après, quand ils vont en compétition, ils affrontent les autres. Toi, comment tu fais pour être capable de t'améliorer autant qu'eux quand, techniquement, le bassin de talent n'est pas si élevé au Québec? C'est quoi ton entraînement type là, au Québec? Oui, je te dirais ce qui est important, c'est pas nécessairement les gens avec qui tu joues, c'est comme moi, je me concentre sur quoi? Est-ce que je me concentre avec l'intention de juste gagner ces games-là ou est-ce que je joue avec l'intention d'améliorer certains coups? Fait que, donc, je te dirais, c'est juste important quand je m'entraîne de savoir exactement qu'est-ce que j'ai à améliorer, des points spécifiques, puis essayer de me concentrer sur ça dans toutes mes games ou quand je joue, puis même à perdre des games que peut-être que je perdrais pas si je joue normal, mais juste à perdre des games juste parce que j'essaie de reproduire certains coups. De travailler un aspect de ton jeu. De peaufiner quelque chose spécifiquement. Ouais, okay. C'est ça. Puis c'est-tu comme recommandé d'ailleurs parce que des fois, tu as plusieurs choses que tu sais que tu dois améliorer, puis là, tu fais des matchs là, pour le plaisir, mais des matchs quand même. C'est-tu recommandé d'essayer juste de prioriser une seule des choses que tu as améliorées dans une séance ou si, mettons, que tu en as 3 affaires que tu veux travailler, tu peux essayer d'incorporer les 3? Y a-tu quelque chose qui est mieux? Tu peux essayer d'incorporer les 3, mais je dirais c'est important peut-être en premier d'aller pratiquer toute seule ou comme juste drill un petit peu pour pratiquer chaque affaire individuellement. Ouais. Puis quand ça commence à être un peu plus confortable, ben là, tu vas en game puis tu peux te concentrer sur les 3. Mais s'il y a une affaire qui va vraiment mal, concentre-toi sur une affaire. Un peu plus sur celle qui va mal, ouais. Je comprends. As-tu déjà drillé, Jean-Thomas? Oui, mais je ne l'ai pas fait super souvent, mais j'aime ça. À chaque fois que je le fais, j'essaie de travailler certaines affaires spécifiquement, mais oui, mais j'ai moins le réflexe d'organiser des drills, alors que je devrais, là, dans le sens que j'aime ça pratiquer puis améliorer des choses. Mais aussi, quand même, quand je joue, je dis pas que c'est l'équivalent de la drill. Effectivement, je pense que c'est mieux de faire du volume avant de drill pour l'appliquer après. Mais j'essaie quand même de me dire, OK, là, je vais essayer de travailler mon lob ou je vais essayer de travailler telle affaire dans certains contexte de match en me disant je pense pas nécessairement à la compétitivité du match spécifique, mais je veux améliorer des trucs. Mais oui, je devrais driller plus, ça, c'est sûr. Je suis pas un grand fan de la drill non plus. Là. Je pense que j'ai drillé 1 heure dans toute ma vie depuis que je joue au pickleball. Pas vrai? OK. Ouais, je suis trop paresseux pour driller. Mais c'est intéressant, ça. Mais comment dans le sens que toi-même, j'imagine que toi aussi, tu observes des choses que tu dois améliorer et tu essaies de les appliquer? Ouais. Ou tu considères ta game parfaite? Non, ma game est vraiment loin d'être parfaite. C'est juste que peut-être la progression va venir par miracle. Là. J'attends. Mais je m'améliore en jouant des matchs. Mais par exemple, mettons là, les bons joueurs, puis si mettons je voulais être vraiment meilleur, ce qu'il faudrait que moi je fasse, c'est faire des revers à 2 mains à dink, puis faire des drops revers à 2 mains top spin aussi. C'est sûr qu'il faudrait que j'incorpore en mon jeu. Puis pour le réussir, ben, il faudrait que je sorte la machine à balle ou que je drille ça avec quelqu'un pendant des heures, puis ça serait réalisable. Malheureusement, j'ai peut-être pas assez d'envie pour le faire. Je comprends. Mais mettons, toi, à ton niveau, puis pour atteindre des niveaux pro, c'est un incontournable. T'as pas le choix de faire de la drill, t'en fais-tu beaucoup? C'est quoi les ratios drill comparés au game que tu fais? Oui, je te dirais, en ce moment, je drill 3 fois par semaine. Puis je joue des games peut-être 4 fois par semaine. Mais la semaine passée, j'ai décidé que j'allais driller encore plus. Les pro states, c'est ça leur ratio à peu près? Ils drillent comme ça? Honnêtement, je pense que les pros States, ils drillent comme 8 heures par jour. Là. Ah ouais, wow. c'est ça. Ouais, ils font ça de leur vie. Je te dirais que moi, je suis plus là dans ma tête. si je pouvais juste faire ça de ma vie, ben là, je le ferais parce que ça deviendrait ma job. Mais aussi, j'ai déjà passé par le tennis. Je m'entraînais des 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Puis je suis comme contente à être quelque part dans ma vie où je suis un peu plus balancée. Je comprends. Fait que je sais pas si je serais prête à refaire ça, mais... Si t'as 27?
27. Si tu avais 17, tu le 17, je le ferais, Ouais, c'est sûr. Est-ce que les pros au state que tu vois, mettons, féminin ou masculin, la moyenne d'âge, c'est environ combien? Puis tu penses que le pic, t'estimerais que le pic de performance, là, le summum de performance est vers quel âge à peu près? Oui. En ce moment, je te dirais la plupart des gens sur le circuit ils ont à peu près ça, 27 ans. C'est pas mal du monde de mon âge, mais je pourrais pas dire c'est ça le pic, c'est parce que là, c'est comme la première génération vraiment. C'est tellement nouveau Ouais. tu sais, en termes de sport, tu sais, on pourrait dire quasi mondial. Là, c'est, tu sais, mettons, pan-américain, mais reste que quand même, tu sais, de comparer les âges, c'est tellement tough parce que c'est comme tellement nouveau. Puis quand je dis nouveau, c'est pas le sport, là, mais je parle, tu sais, le côté plus côté officiel, tu sais, PPA, tu sais, tout le côté, tu sais, toute la machine derrière. Tu sais, comme le tennis, il y a une machine derrière ça. Tu sais, il y a les commanditaires, les réseaux télé, là, tu sais, il y a tout ça. Là, tu sais, le pickleball, j'ai comme l'impression que ça fait juste une couple d'années que là, il commence à avoir une machine en arrière qui pousse ça, Ouais, tu sais. c'est Puis ça. les jeunes commencent à s'y intéresser Mais aussi. Fait que c'est- L'autre jour, il y a quelques semaines, il y a un gars de 14 ans, Camden, Camden Shafton, exact. qui a battu Federico Starkström Ouais. en simple. Un gars de 14 ans qui a battu le deuxième meilleur au monde en simple. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Puis à 14 ans, là, tu sais, il est en son l'air 2 ou 3 au Québec. Fait que c'est là un peu ça que ça se dit. Tu sais, est-ce que les jeunes tu sais, de 16 à 21 ans, ça take over, ils prennent le dessus sur le pickleball, puis dans quelques années, ça va vraiment être eux qui vont dominer. Est-ce que l'importance du physique, tu sais, mettons au basket, c'est impossible qu'un gars de 14 ans dominerait dans NBA. C'est sûr. Parce que le physique est trop important. Est-ce que le pickleball, le physique est un petit peu moins important? Puis la rapidité, les réflexes peuvent prendre le dessus à se demander peut-être. C'est ça, je te dirais comme en ce moment, on est encore dans la génération, comme là, c'est tous les joueurs de tennis retraités qui sont allés dans le pickleball parce qu'ils ont trouvé une facilité à jouer ce jeu-là. Fait que, puis c'est compétitif, c'est le fun. Donc, on est encore, la plupart des meilleurs joueurs, c'est encore tous des joueurs de tennis retraités. Mais là, on commence à voir la première génération de plus jeunes où c'est vraiment leur sport principal. Puis là, eux, ils ont grandi juste en jouant au pickleball. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir parce que là, à date, dans tous les joueurs qui sont professionnels, ils ont tous un background de tennis. Même Ben Jones joue au tennis, Annalie a joué au tennis. Puis en fait, Annalie, elle a joué au pickleball toute sa vie. Je pense que c'est une des seules, peut-être, sur le circuit qui joue depuis qu'elle est petite. Parce que pour rien qu'elle domine c'est aussi, ça, à cause de sa mère. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les enfants qui jouent au pickleball comme premier sport puis depuis qu'ils sont jeunes. Puis j'en côtoie, en fait, quelques-uns des kids de 12, 13, 14 ans sur le circuit qui sont tellement bons, là, vraiment bons. Donc, je pense pas que le physique un rôle aussi important qu'au tennis. Puis je pense en particulier à cause de la lourdeur de balle aussi. Tu n'as pas besoin autant de force. C'est vraiment plus rapidité puis réflexe. Puis ça, quand tu es jeune, là, comme je pense que tes réflexes, ils piquent comme à 17 ou 18 ans. C'est quelque chose comme ça. Fait que quand les 12, 13, 14 ans vont avoir cet âge-là, ça va faire peur, je pense. Selon la tendance, d'après moi, comme tu dis, plus les générations vont avancer, plus le pic va s'en aller vers le 18 ans, là, les C'est top, ça, je les serais porté top à dire. joueurs. Là, tu sais, dans une couple d'années, d'après moi, 18 à 17 ans à 24 ans, là, les pros vont tout aller de cet âge-là. Même là, il y en a quand même déjà Y a-t-il des plusieurs. règlements jeunes, dans là. le PPA concernant l'âge? Faut-tu être majeur? Je pense pas, parce qu'ils ont signé des filles de 12 ans. Là. Des fois, je me dis c'est un peu trop jeune parce que tu vois la différence comme dans la maturité un peu plus émotionnelle et tout. C'est quand même quelque chose de mélanger ça avec du monde de 27 à 30 ans. Là. Mais... ouais, moi je pense qu'il devrait peut-être avoir un règlement comme au tennis, 14 ans et plus, mais PPA essaie vraiment d'encourager la prochaine génération aussi, que je pense qui est vraiment important pour le sport. Puis tu penses que ça va aller jusque où? Parce que là, j'ai jamais fait un PPA aux États-Unis, là, j'ai jamais vu les grosseurs des tournois. Genre, moi non plus, je pense que tu n'as jamais été. Non. À quel point les événements vont être gros, à quel point le sport aux États-Unis, quand toi, t'es là-bas, t'es dans l'événement, tu ressens que c'est énorme, puis à quel point ça va continuer à grossir côté sponsor, côté revenus pour les joueurs. Ouais, je te dirais que
Les événements sont énormes. Je pense que des fois, il y a à peu près 1000 participants au tournoi. C'est quelque chose. Puis quand tu penses au prix qu'ils payent pour jouer le tournoi aussi, c'est fou. Ça coûte combien? On parle de prix, mais participer à un tournoi de PPA? Oui. Ben moi, quand je m'inscris, ça me coûte, pour jouer simple, double mix, ça me coûte 1000$. Non, quand même. OK. C'est pas si payé. 1000$ pour toute la gang? Ou chaque? Chaque. Mais Comme c'est chaque catégorie. juste pour. Non, pour toi. Ouais, pour les 3 catégories. Mais il y en a que ça se peut que ça soit juste un match. Oui, non, je comprends, mais reste que, tu sais, on dirait que j'avais un chiffre plus gros dans ma tête. C'est ce qui coûte cher, c'est tout ce qui englobe ça, ce qui veut dire l'avion, l'hôtel, la bouffe. Tu sais, tu dois te loger là-bas, c'est ça qui doit coûter cher là-bas. Oui, mais c'est sûr que ça coûte cher aussi, mais surtout que je dois tout le temps prendre l'avion du Canada pour me rendre aux États-Unis, ça c'est cher. Ouais, c'est ça. Comme les autres qui viennent des États-Unis, c'est des vols des fois de 50$, 30$. Moi, c'est comme tout le temps 600, 700. Mais je trouve ça quand même très cher comme inscription pour un tournoi. Je connais pas beaucoup d'autres sports où c'est cher comme ça, une inscription. Le tennis, rarement que je paierais plus que 120$ pour un tournoi. Oh, wow. Puis, OK. donc, c'est vraiment... Puis les bourses. Mais est-ce que, oui, justement, parce qu'au tennis, les joueurs qui perdent en première ronde, il y a une bourse parce qu'ils ont atteint le tableau principal, même s'ils ont perdu en première ronde. Au pickle, est-ce qu'à partir du moment où tu accèdes au tableau, es-tu déjà assuré d'une bourse minimale, même pas? Non, c'est à partir des rondes des 16. Okay. Fait que des fois, c'est des tableaux de 100 plus personnes, mais rendu top 16, tu fais de l'argent. Donc, c'est quand même très difficile. Fait que tu peux être déficitaire, ça peut arriver d'être déficitaire, fait que c'est... 99% du temps, oui. Je me trompe, mais je pense que les revenus peuvent être variables selon ton contrat avec le PPA, quelque chose comme ça? Oui, donc il y a 3 différents contrats que tu peux avoir avec le PPA, puis dépendamment tu es signé avec lequel, tu te fais payer plus ou moins. OK. Puis, ouais. Fait que, mettons, les joueurs, les vedettes, mais eux autres, ils ont le top contrat. Fait qu'ils gagneraient plus. Mettons qu'ils perdent en demi-finale. Mettons Ben Jones part en demi-finale, il gagne plus qu'un joueur moins connu qui part en demi-finale. Oui, puis aussi, si tu n'es pas signé PPA, tu gagnes la moitié du prize money. Donne la moitié. C'est quoi ça prend pour être signé PPA? Faut que tu aies des bons résultats, puis il faut que PPA te donne un offre. c'est ça, je sais pas. C'est drôle parce que, mettons, même si tu es classé top 50 PPA, mais tu n'es pas signé, tu vas continuer à être dans les qualifs. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Il faut que tu trouves le moyen de te faire signer par PPA pour être capable pour passer un peu avant tout le monde, c'est ça. Ouais. Puis PPA, eux autres, ils vous signent pourquoi? Parce qu'ils voient le potentiel à long terme. C'est quoi l'avantage d'un circuit comme PPA? Parce que c'est pas une boîte de gérance. C'est pas une boîte qui gère des athlètes. PPA, c'est un circuit de pourquoi qu'ils signent quelques-uns puis pas d'autres? Ben, ça leur coûte de l'argent pour signer des joueurs, donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas signer tout le monde. Mais l'avantage de signer des bons joueurs, c'est t'assurer qu'ils vont venir jouer ton circuit et pas aller jouer dans les circuits compétiteurs. Je comprends. Donc, Ça, il y a eu un petit scandale de ça avec James Ignanowicz qui est allé jouer dans un autre circuit. Fait que tu rends certains joueurs exclusifs. Oui, ils peuvent vraiment pas faire autre chose, mais c'est parce qu'il y a le circuit APP qui compétitionne pas mal avec le PPA, puis eux aussi ils signent des joueurs, donc c'est de voir qui peut garder les meilleurs joueurs, puis c'est sûr que ça... Ouais, puis passant d'un circuit à un autre, tantôt tu l'as mentionné, CNPL. Ouais. CNPL, est-ce que vous savez c'est quoi? Non. CNPL, c'est la Ligue canadienne professionnelle. Fait qu'il l'a aux États-Unis, qui s'appelle la MLP. Fait que c'est plus par équipe. Ça va être des équipes de 6 joueurs, puis 3 gars, 3 filles. Puis ça va être des matchs par équipe avec un pointage de scoring différent, le rally scoring, que chaque point est un point. OK, ouais. Ça, c'est le truc, mettons, parce que je sais qu'Ernesto, il y a le chandail de son équipe. Il y a une équipe, c'est ça. Exact. Puis, c'est ça l'affaire que, mettons, je sais qu'il y a des... Je sais pas si Drew Brees, ancien corps arrière, qui a une équipe. Il se monte une équipe. Ça, c'est ce circuit-là, l'équivalent aux États-Unis? Exactement. Puis dans le fond, au Canada, il y a la version canadienne qui s'appelle la CNPL. Okay, il y a 8-9 équipes avant? 8 équipes. 8 équipes. Fait qu'il y a 8 équipes, puis des équipes avec des noms. Fait que les Lions de Montréal, le Smash de London Smash, une équipe de Toronto. Ça veut pas dire que les joueurs doivent venir de la ville. Fait que dans l'équipe de Montréal, il peut y avoir quelqu'un d'ailleurs dans le Canada, c'est pas grave.
Je comprends. Fait que le CNPL, c'était ta 3e année cette année? Oui, ça va être ma 3e année. Donc, les 2 premières années, je jouais sur la même équipe d'Ernesto, les Lions de Montréal. Puis ça, c'était quand même le fun parce c'était Louis-Charles, Ernesto, puis moi sur la même équipe. Donc, 3 basés à Montréal. Donc, c'est le fun de pouvoir représenter la ville comme ça. Puis ils ont gagné, dans le fond, les Lions de Montréal ont gagné les deux premières années. Là, c'est la 4e saison. Oui, fait que c'est ça. On a gagné 2024 puis 2025. Okay. Saison 2 puis 3, ouais, exact. Ouais. Puis là, transaction, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Anne-Sophie n'est plus une Lion de Montréal. Oui, mais tout le monde la souhaitait dans son équipe. C'est ça. Ouais, j'ai fait un peu un shocking move. Les gens s'en attendaient pas. Mais ouais, j'ai changé au London Smash. Et qu'est-ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails que tu veux pas dire? Là? Est-ce que tu étais agent libre? Est-ce que les Lions ont voulu te re-signer? London t'a offert des plus beaux coton wattés vêtements? Ouais, donc les Lions ont offert de me re-signer. Puis honnêtement, je pensais que j'allais re-signer parce que je m'étais dit, OK, j'aime ça représenter Montréal, puis aussi je veux aller gagner une 3e année, mais en même temps, je savais que cette année, il y allait vraiment avoir des gros joueurs qui allaient se joindre à la Ligue parce qu'on accepte plus d'Américains cette année. Puis je savais qu'il y avait des bons joueurs qui allaient s'inscrire et tout, puis je savais que ça allait devenir... Comme les autres années, j'étais assez confiante qu'on allait gagner la Ligue. Cette année, j'étais plus ou moins certaine. J'étais comme, ça va être tough. Il va vraiment avoir des bons joueurs. Donc, j'ai juste fait le changement comme défi personnel, voir est-ce que je peux faire un changement puis quand même aller gagner la Ligue contre l'équipe, contre les champions. C'est toi contre Ernesto, dans le fond. On va savoir c'est qui le champion du Canada. J'ai fait ça, je voulais juste un nouveau défi. Puis aussi, c'est que quand les choses évoluent puis se développent, je voulais rester... at the top aussi. Là. Donc, je n'étais pas certaine si on allait regagner cette année en restant pareil. Est-ce que cette saison est encore en cours? Ça va commencer au mois de mai. OK, ça commence au mois de mai. En fait, le draft, à chaque année, il y a un draft un petit peu comme au hockey, au basket. Puis il y a des joueurs qui sont déjà re-signés. Donc, ces équipes-là choisissent moins de joueurs au draft. Puis le reste des équipes, après ça, ils vont un petit peu à tour de rôle, puis sélectionnent des joueurs. Tu as un autre Québécois, d'ailleurs, dans ton équipe. Oui, Xavier Richard. Donc ça va être vraiment le fun. Xavier, c'est un joueur un peu plus jeune qui ça fait vraiment pas longtemps qu'il joue. Je pense que ça fait comme 1 an. Puis il s'améliore vraiment rapidement. Donc, Avec quel âge? Moi, Xavier? Xavier, 21 peut-être? 21 peut-être, ouais. Donc, pour moi, je m'étais dit, c'est un no-brainer, il faut que je l'amène dans l'équipe. C'est comme un petit super weapon, je pense. Il va continuer à s'améliorer full vite. Il a un potentiel immense. Puis, lui, il vient de background tennis, badminton, ping-pong, volleyball, tout le Jean-Thomas, kit. Finalement. Moi, c'est la version dégueulasse. Oui, j'ai pas 21 ans. Ces sports-là, mais... Mais il y a quand même quelques Québécois qui jouent dans les Canadiennes. Si ça intéresse les gens, quand il y a des événements, je pense que c'est sur YouTube en direct, la plupart des événements. Puis il doit y avoir un tournoi à Montréal cette année. Ça, il y a peut-être à suivre. Le calendrier n'est peut-être pas encore sorti. Hein? C'est en discussion. OK. Mais en tout cas, si jamais il y a un événement à Montréal, on leur dira, on le partagera l'info pour que si les gens veulent aller voir ça, quand même, le calibre est quand même très, très solide. Là. Il y a Ernesto, justement, qu'on disait qu'il jouait dans les Lions avec Louis-Charles Amiotte, Anne-Sophie avec Xavier dans London Smash, il y a Marie-Christine Antoinetta qui joue dans une autre équipe. Donc, il y a quand même plusieurs Québécois au travers de la Ligue, beaucoup de joueurs maintenant qui viennent des États-Unis, qui sont dans cette Ligue-là. Fait que le niveau est quand même très fort. Puis, si tu un peu comme... là, tu disais qu'il y avait un petit peu plus de joueurs américains, mais si tu un peu comme... Y a-tu comme dans certaines lignes, dans d'autres sports, des fois, il y a un quota d'étrangers. Faut-tu qu'il y ait un minimum de Canadiens dans chaque équipe, puis après ça, les autres positions sont disponibles pour des étrangers? Comme le football canadien, où il doit avoir un certain pourcentage de membres canadiens versus américains.
Ouais, donc dans le fond, tu as le droit à un Américain par équipe. Puis il y en a que ça triche un petit peu parce qu'il y a du monde qui ont comme des visas ou un dual citizenship, mais qui vivent juste aux États-Unis. Fait qu'il y en a qui en a comme 2, mettons. Mais 2 suspects. Comme mon équipe. Comme mon équipe. Mais quand tu dis américain, ça pourrait être un espagnol ou il faut que ça soit... Ouais, excuse, ça peut être un international. Un étranger, ça sent un peu. C'est juste qu'ils sont pas mal tous. Qu'est-ce que, mettons, moi j'ai des filles. Si j'ai une de mes filles qui aimerait devenir professionnelle de pickleball, c'est quoi le chemin qu'ils devrait prendre pour se rendre à ton niveau, autre que de commencer à jouer à 2 ans? Il est déjà trop tard. Non, c'est sûr qu'il n'est pas trop tard, mais pas beaucoup plus tard que 6, 7 ans. OK. Mais tu sais, mettons un enfant de 12 ans qui commence à jouer, est-ce qu'il peut avoir des aspirations de jouer professionnel ou c'est trop tard? Non, il peut absolument. Je pense que le plus important quand tu es jeune, en fait, c'est de juste jouer le plus de sports possible. Puis, c'est ça. Des enfants qui ont joué plein de sports sont capables d'en apprendre un nouveau hyper rapidement, puis ils ont plein d'habiletés déjà développées. Donc, moi, je dirais, ça, c'est plus important que de commencer sur un sport spécifique. Après ça, si tu veux commencer à 12 ans, encadre-toi avec une bonne équipe, un bon coach, puis ton coach pourra te créer un plan pour t'améliorer, mais ça va prendre beaucoup d'entraînement sur le terrain puis à l'extérieur du terrain. Et beaucoup d'argent, sûrement, parce que c'est un investissement que tu mets sur ton enfant d'aspirer à arriver à un niveau international comme ça. Beaucoup d'argent. Je te dirais, moi, je peux juste comparer avec le tennis, puis je te dirais les prix au pickleball, c'est comparable, mais si tu voulais jouer assez pour être au plus haut niveau, c'était à peu près un investissement de 120 000 par année. C'est vraiment quelque chose. Wow! Puis c'est T'es sûr que tu vas encore ça, Alex? Je suis désolé, Victoria, ça n'arrivera pas. c'est sûr qu'il y a des façons de faire, comme moi, ma famille, il n'allait pas payer ce montant-là, mais comme c'est là où il fallait que je pousse pour aller chercher des commandites ou trouver des académies où on faisait un peu un échange, je travaille pour eux, puis eux, ils m'entraînent des 8 heures par jour. Tu peux faire des affaires comme ça va dépendre de elle, sa motivation aussi. Il y a différentes façons de faire, mais les meilleurs, c'est ça, c'est minimum 120 000 par année. C'est vraiment assez cher. C'est assez incroyable. Hein, c'est assez fou. Puis, tu sais, les gens, ils commencent un sport, puis souvent, mettons qu'ils vont voir un jeune de 10 ans qui est fort, et lui, il pourrait être pro, comme si c'était un peu facile et atteignable, un peu en claquant des doigts. Mais... comme moi, j'ai dit l'autre jour au camping, hey, je pourrais être pro. C'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est un autre monde. Là. Puis, tu sais, rendu là, les étapes sont tellement dures à franchir. Là. C'est pas comme passer de 3.0 à 3.5. Là. Passer de 5.0 à devenir pro, c'est 2 mondes complètement différents. Je peux imaginer. Puis au Québec, peut-être qu'il va pouvoir en avoir des futurs pros parce qu'on a de plus en plus de terrains extérieurs, mais aussi de centres intérieurs. Maintenant, au Québec, ça pousse de partout. Parlant de centre, un de tes nouveaux rôles, un nouveau chapeau que tu portes, directrice de centre. Oui, directrice chez l'Esprit sportif à Brossard, 8505 boulevard Tachereau. Petite blague ici. Oui, c'est un nouveau rôle que j'ai commencé au mois de novembre, puis on ouvre nos portes le 1er mars, donc c'est vraiment, vraiment excitant. Puis c'est quoi tes défis? Parce que je suis dans le même défi que toi. Moi aussi, je suis directeur de centre à Saint-Jean. Je peux pas dire l'adresse par cœur. J'aurais dû l'apprendre. C'est sur Saint-Jacques. C'est sur Saint-Jacques. Mais, où il y avait le gym. Oui, exactement. Où il y a le Pro Gym. Mais fait qu'on est un peu dans les mêmes challenges en ce moment à Montréal. Les dates d'ouverture sont proches aussi. C'est quoi tes principaux défis? Qu'est-ce que tu veux offrir aux gens à l'esprit sportif? Puis c'est quoi que tu veux, comme toi, comme directrice de centre, que tu veux qui différencie par ta personnalité, le centre, l'expérience que tu veux amener aux gens qui va être différente d'ailleurs? Oui, donc comme directrice, comme j'aimerais vraiment ça, avoir un centre où les gens, ils sentent que le développement de leur jeu est possible. Fait que ça, c'est un autre défi aussi, vu qu'on est encore pas mal en première génération de joueurs. Il n'y a pas énormément de coach, il n'y a pas vraiment une structure établie pour le développement de ton jeu. C'est ça, c'est pas clair, il n'y a pas un cheminement clair. Donc ça, j'aimerais vraiment ça, amener ça à mon centre, puis offrir du coaching super haut niveau, des bons programmes pour développer les joueurs. Donc, ça aussi, je suis impliquée avec Tennis Canada pour les formations d'entraîneurs NCCP. Puis, donc, je veux vraiment amener des coachs sur mon équipe qui veut se développer puis que je peux aider à développer aussi. Donc, c'est une des
Ouais, des affaires. Est-ce que vous autres, les gars, vous êtes déjà fait coacher? Puis est-ce que c'est quelque chose que ça vous intéresserait après ma barre ou toi, tu te dis, ah non, moi, je joue pour le fun, je serais pas intéressant à me faire coacher? Non, en fait, moi, je serais assurément pas fermé. Tu sais, je joue avec François Vincent, souvent, qui est coach. Peut-être pas des grades, je sais pas, les niveaux de... Je pense que c'est un bon coach quand même reconnu. Oui, non, mais c'est un très bon coach, mais peut-être qu'il n'y a pas les credentials pour le niveau 3. Tu sais, ça, je connais pas ça, là, parce qu'elle disait tantôt qu'elle travaillait sur son niveau 3. En tout cas, qu'importe, mais dans le sens que... non, mais Oui, ben il y a des différents niveaux de formation de coaching. Il y a le niveau 1, 2, puis le 3 va sortir bientôt au mois de juillet. Je donne une formation niveau 3 si vous êtes intéressé chez l'Esprit sportif. Non, mais c'est bien. Non, mais moi, tu sais, j'aime ça jouer avec du monde qui coach, comme François Vincent, qui me donne des fois des conseils ou il dit fais attention à ci ou à ça, ou, tu sais, mais aussi d'avoir du coaching personnalisé en fonction de mon style de jeu, puis de faire de la drill un petit peu plus spécifique. Je suis complètement ouvert. Moi, j'ai envie de m'améliorer. J'aime tellement ça, puis j'ai juste le goût de... C'est ça, au travers de match. Frank, il te coach au travers de match. Au travers de match, c'est ça que vous jouez ensemble. Tu sais, l'autre fois, quand on a joué ensemble, là, on t'a fait pratiquer un peu ton ATP. Là. Est-ce que tu en as réussi un depuis? Je te dirais que j'en ai essayé 2. Bon, c'est déjà ça. Mais je te dis pas que j'ai fait des winners avec. Okay. Mais ça, tu vois, c'est un truc que ça me prend du volume pour d'avoir le réflexe de le faire. J'y pense comme jamais. Mais est-ce que tu paierais une leçon privée de 2 heures avec un coach puis que tu voudrais pratiquer certaines choses? Ah, assurément. Assurément, OK. Ah oui, pour vrai, moi, j'ai envie d'améliorer certaines affaires. Puis je vois aussi qu'il y a des choses que j'améliore, puis il y a des trucs un peu plus spécifiques pas que je plafonne, mais que je trouve un petit peu plus dur à intégrer. Tu sais, je pense que ma prise de raquette ping-pong, autant à m'aide pour certaines affaires, je le sens que pour certaines shots, elle me tire dans le pied un peu, mais en même temps, elle m'aide tellement pour d'autres affaires que c'est ça, je sais pas, peut-être qu'il y a certaines affaires que je devrais changer ma prise. C'est sûr que la prise ping-pong, ça va être à revoir. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que oui. T'sais, moi, je suis un gars de performance. Dans tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai été dans la performance. J'ai été en championnat du monde en breakdance, fait que en danse aussi, en hip-hop. Fait que, tu sais, tout ce que j'entreprends dans la vie, je le fais de façon intense. Puis je suis un gars qui aime quand il y a des résultats. Fait que c'est sûr qu'un coach, pour moi, c'est un no-brainer. Dans l'optique que je voudrais aller faire quelque chose de compétitif, intense. Là, jouer contre ma blonde, je suis comme... Prendre un coach pour ça, non. Mais si je commence à jouer avec vous autres, les gars, si vous m'invitez à vos games, ben je pourrais me payer un coach niveau 3. De ta blessure? Oui, ma blessure, ça va bien. Okay, ça s'en vient. Ça s'en vient qu'on va jouer. Bien. Mais que aussi, tu sais, nous, dans la région, à part à Brossard, je pense que c'est le centre le plus proche, je pense, pour nous, la Rive-Sud, on est à Saint-Jean. Il va y avoir Saint-Jean. Mais là, Saint-Jean rouvre dans le prochain mois. Fait que là, tu sais, je vais tomber dans un contexte peut-être plus compétitif. Là, moi, je me connais. Je sais qu'à un moment donné, quand je vais avoir atteint mon niveau, ce que je sais que même si je veux, je peux pas, ben là, je vais peut-être me payer un coach puis faire des drills puis tout ça. Puis les drills, là, quand tu dis faites-vous des drills, est-ce que vous les faites tout seul ou vous les faites avec une autre personne? Tu sais, parce que moi, les drills que j'ai vus sur Internet, souvent, c'était un coach qui envoyait une balle à un autre, puis là, on drills puis on fait plein de balles de même, tu sais. Je vais te laisser répondre à celle-là, vu que j'ai drillé 1 heure dans ma vie. Ouais, c'est inapproprié que je réponde. C'est pas mal plus facile avec une autre personne parce que si tu as juste un coach qui feed des balles, le volume est peut-être pas tout le temps optimal, mais si tu as une autre personne puis la balle n'arrête pas, ben tu vas voir qu'à la fin de la session, tu vas avoir frappé peut-être 2, 3, 4 fois plus de balles que si t'es juste quelqu'un qui t'envoie des balles. Donc, ouais, avec une autre personne, c'est plus optimal, mais tu peux faire ça juste avec une autre personne. Tu peux faire, vous pouvez être 3, vous pouvez être 4. Des fois, 4, c'est le fun parce que vous pouvez vous mettre en situation de jeu. Ouais. Ouais, mais... On pense jamais à ça. On veut toujours comme jouer le match puis faire comme je veux gagner puis on tombe jamais en mode
entraînement où on se dit, bon, mais aujourd'hui, on va travailler les lobes ou on va travailler les dinks ou on va travailler les drop shots. Tu sais, dans les sports avant mettons au secondaire, mais mettons, je suis dans l'équipe de volleyball, mais au volleyball, on a des pratiques. On faisait pas juste jouer des matchs, on jouait pratiquement jamais des matchs. On fait de la pratique, on drill. Là, c'est qu'au pickleball, vu qu'on est rendu adulte, on vient de commencer à ce sport-là. On veut juste jouer des matchs pour s'amuser, mais au final, c'est un peu logique que dans la progression, il faut pratiquer certains coups parce que tu peux y sortir de ton sac à tous les coups. Non, mais c'est parce que des fois, je remarque que avant, sans que ce soit de la drill, mais mettons pendant la pratique, mettons que le 10 minutes de réchauffement, ben j'essaie de me recréer une petite drill de s'il y a une shot spécifique, j'essaie d'un peu plus frapper ma ding en brossé là, pour varier, là, parce que je slice beaucoup, mais j'essaie de brosser. Fait que là, j'essaie à tout le moins les 10 minutes de réchauffement, de le voir un peu comme de la drill puis de pratiquer certaines affaires parce que plus tu frappes un coup, plus ça te fait une surimpression puis ton corps la prend, fait qu'il est plus facile à recréer en match, mais c'est sûr que c'est pas aussi payant que des... Si Anne-Sophie a 3 drills par semaine, 3-4 drills par semaine, c'est sûr que c'est payant. Les pros qui drillent 8 heures par jour aux États-Unis. Ça, c'est de la folie. Ton cerveau, c'est enregistré. Là. Oui. C'est même plus comme, on en parlait dans un autre podcast, c'est même plus un coup, c'est un réflexe. C'est rendu tellement instinctif que tu n'as même plus besoin de penser à quel coup tu vas faire. Ta raquette, elle y va comme tout seul. Là. Exact, le cerveau ne pense plus. Puis mettons, entre les deux prototypes de joueurs qu'on a ici, là, mettons Jean-Thomas qui est 4.5 puis Alex qui est peut-être 3.0, un peu plus débutant. Ouais. Pour un coach, lequel des deux est plus facile à enseigner? Est-ce que les deux, pour toi, c'est comparable? Y en a-tu un que tu te dis, le 4.5, je peux plus le faire progresser parce qu'il y a déjà plus d'outils dans ton sac, ou au contraire, dans le fond, le plus débutant 2.5, 3.0, mais lui, c'est plus facile parce qu'il n'y a rien en ce moment comme dans son coffre à outils. Avant que tu répondes, on est très anxieux parce que les deux, on espère être choisis. C'est une blague. Je te dirais c'est juste très différent parce que je dirais peut-être 3.5 et il y a souvent encore pas mal de techniques à corriger, fait que ça serait souvent plus technique que j'approcherais ça, dépendamment du joueur, c'est sûr. Puis le plus que tu montes en niveau, le plus que c'est vraiment des ajustements minuscules. Donc c'est vraiment plus spécifique, mais je dirais que c'est pas plus difficile à corriger, c'est parce que tu te concentres sur une affaire. Puis, c'est un défi différent. C'est un défi différent, c'est juste ça. C'est juste que ça va être comme un plus petit ajustement, mettons, puis 3.5 il risque d'avoir des plus gros changements. Mais est-ce que souvent, parce que quand il y a un certain style de joueur que des fois, en drillant avec, puis tu le vois pas en situation de match, est-ce que des fois, c'est rendu au stade où il faut que tu l'observes jouer un match, puis voir aussi, mettons, son positionnement de pied, ses avancées au filet sont pas au bon moment. Fait qu'il y a aussi, j'imagine, non seulement la technique, mais aussi la mise en pratique lors d'un match, prendre des bonnes décisions. Oui, la stratégie, la prise de décision, le placement, 100%. Ça m'aide beaucoup quand je les vois jouer en match, parce que souvent aussi, c'est pas quelque chose que eux, ils peuvent me dire c'est pas une erreur qu'eux, ils peuvent me dire qu'ils font parce qu'ils savent pas qu'ils font pas la bonne affaire, tu vois. Fait que souvent, dans mes cours privés, c'est du monde qui vont venir me dire « faut que je pratique ci, ça, ça ». Mais il y a plein d'autres affaires à corriger qu'eux sont pas au courant qu'ils doivent corriger. Donc, quand je vois les matchs, c'est sûr que ça aide énormément. Mais mettons, tu avais à choisir, tu as 2 heures de leçon privée avec Anne-Sophie, puis soit elle peut te voir en situation de match ou elle analyse tes erreurs un peu plus stratégiques, là, ta perception du jeu. Ouais. Ou un 2 heures individuel où elle fait juste améliorer tes coups. Est-ce que tu aimerais mieux qu'elle améliore tes coups ou qu'elle améliore ton sens du jeu? Mon sens du jeu, je pense. Ton sens du jeu. Je pense que l'amélioration des coups, c'est... Je ne veux pas dire que c'est plus impossible pour certaines personnes, là, mais tu sais, par exemple, toi, tu as ton background de ping-pong, tu as ton background de tennis qui te font des plis. Je dirais pas des faux plis, mais qui te font certains plis. Complètement. Puis corriger ça, changer ça, c'est quand même un certain défi que ça peut vraiment être sur un long terme, puis ça peut amener une courbe vers le bas avant de remonter, j'ai l'impression. C'est que dans ça, c'est que tu déconstruis vraiment la posture, puis comment tu prends ta raquette. Puis fait que tu vas avoir une régression vraiment au niveau
du joueur, fait que ça peut être décourageant beaucoup plus. Les joueurs vont souvent, je pense, avoir un certain blocage à ce moment-là parce que au final, là, je suis moins bon à faire ce que le coach me dit, je suis moins bon. Ouais. Fait que des fois, c'est plus dur de changer ça. Puis je me demande, dans le pickleball, les gens, je pense que la plupart des gens auraient répondu la même chose que toi, soit c'est plus facile de changer les choses en situation de jeu, savoir, là, c'est un bon moment de monter, là, c'est un bon moment d'essayer ça. C'est comme stimulant puis intéressant à savoir. Plus que pour ton top spin, ton angle de poignet devrait être un petit peu plus fermé. C'est peut-être un petit peu plus technique. Là. Ouais, ben tu sais, les deux sont. Mais si mettons, tu me demandes le choix, mais tu sais, je pense encore que. Tu sais, je remarque aussi que vu que j'ai confiance en ma défense puis ma constance, mais des fois, ça fait en sorte que je monte pas assez vite au filet parce que je me dis, je vais attendre. Tu sais, on dirait que. Moi, je trouve ça difficile de jouer. Un match où j'ai peu de balles. Je trouve ça vraiment difficile. C'est-à-dire que si, mettons, j'ai joué une couple de fois avec Narcisse, là, puis il est très, très fort. Il est sûrement plus fort que moi, mais il prend beaucoup de place. Puis là, on dirait que j'ai besoin de mon rythme. J'ai besoin d'avoir du volume. Là, je ne sais pas pourquoi je suis dessus, mais dans la situation de match. Mais ça m'amène. Ben là, tu parlais de situation de match, mais là, t'es dans le joueur de droite. Là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand j'ai du volume je me sens dans l'échange. Quand je me sens pas dans l'échange, je prends encore les moins bonnes décisions parce que on dirait que je suis tout le temps en observation. Je me sens pas dans le point, fait que je réfléchis moins. Tandis que quand je suis dans l'action, c'est-à-dire, je ne vais pas avoir toutes les balles, mais mettons que j'ai 50% des balles ou au moins 40%, j'ai comme l'impression que je réfléchis plus à mon positionnement que quand je suis plus observateur. C'est plus ça que je voulais dire. Là. Mais ça m'amène à une question. Tu sais, on a tout un style de jeu. Il y en a qui tapent fort, il y en a qui sont axés beaucoup plus sur la kitchen, les dinks. Est-ce que, en tant que professionnel, vous vous connaissez tous dans votre style ou est-ce que vous avez le même style? Ou, mettons, vous allez avoir un joueur comme, je pense, c'est CJ, où ce que lui, il tape vraiment très fort, là, c'est en puissance, puis que tu es habitué d'être pas fort dans la kitchen, puis là, tu dois, tu sais, comme jouer. Est-ce que vous adaptez votre jeu ou vous stick to the plan, tu sais, vous restez dans votre style à vous? Oui, c'est sûr qu'il faut adapter ton jeu parce que des fois, tu vas jouer contre du monde qui attaquent pas nécessairement en premier, mais qui ont des réflexes hyper rapides. Puis eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que toi, t'attaques en premier pour te contre-attaquer la balle. Sinon, il y a du monde qu'eux, ils attaquent tout le temps en premier parce qu'ils veulent, mettons, faire un speed-up, puis après, une deuxième attaque volée. Ou il y a du monde qui veut juste te battre en dinkant, puis en pas manquer à faire le moins d'erreurs possible. Fait qu'il y a vraiment plein de styles de jeux différents. Puis c'est là, je pense que ça revient juste comme à ta stratégie, mais il faut ajuster définitivement dépendamment de qui tu joues. Ouais, le côté stratégique est fort. Puis, à un moment donné, tu connais les autres personnes, mettons, à travers le Québec. Ouais. On connaît les autres joueurs. Puis, mettons, Jean-Thomas, on a joué l'autre fois avec Marco. Oui. Marco qui était centième au monde au ping-pong avant. Et Marco filait. Quand ça part en main rapide, il est très, très fort. Fait que Marco, c'est sûr que tu ne veux pas partir dans un duel de main avec lui. Puis il y a d'autres joueurs que le contraire. Les autres, en dink, sont pratiquement imbattables. Mais je ne veux pas partir dans un duel de dink avec lui. Fait que contre une équipe, puis après ça, contre une autre équipe, tu n'auras pas nécessairement la même stratégie. Ouais. Ta stratégie peut varier. Puis au final, je pense que plus tu as d'armes dans ton sac, Ouais. le mieux c'est pour toi. Oui, exactement. Fait que comme ça, toi, tu peux t'adapter à tous les joueurs après. Puis si toi, tu t'es capable d'avoir les mains rapides, t'es capable d'être bon en dink, t'es capable d'être bon en défense, bien là, c'est toi qui t'adaptes plus aux autres que les autres. Après ça, les autres vont avoir moins de solutions. Ben, j'imagine que dans un match où vous connaissez vos adversaires, mettons que tu es en équipe avec ta partenaire ou ton partenaire, vous vous dites, OK, ben lui ou elle, de l'autre côté, il faut se méfier plus de ça. Et peut-être que s'ils ont un petit talon d'Achille, ce serait ça, tu sais, quand on a à choisir rapidement de prendre une décision. Est-ce que vous pensez à ça, le point le plus fort et le point peut-être le plus faible des deux adversaires d'autre bord? Oui, absolument. Donc, souvent, quand on va jouer, je vais parler à ma partenaire puis je vais dire, OK, il y a un coup absolument, ou il y a une place absolument, faut pas qu'on frappe ou comme, faut pas speed up sur le coup droit de la fille, c'est la seule place faut pas aller. Ou quand on joue contre Emily, on dit la seule place pour aller, c'est sur son revers. Et comment elle, Anneli, on en parle beaucoup, là, mais c'est comment jouer contre elle? Oh, j'ai pas encore joué contre elle. Ah, t'as pas encore joué? Non, OK. j'ai joué contre Rachel Rohrbacher, puis Anna Bright, puis Federico, et j'oublie le nom. Ouais, t'avais une grosse game de mix au dernier PPA, je l'avais grosse regardé. game Anna Bright contre... c'est quoi son nom?
Je pourrais pas te dire. Son nom. Ouais, un autre gars qui est très fort. Ouais. C'est pas Léa Jensen? Non. Ouais, on a joué contre Léa Jensen puis Caitlin Christian aussi. Mais j'ai perdu en mix 14-12 contre Anna Bright. Puis ça, c'était énorme. Puis encore là, on savait exactement où il fallait pas frapper. Puis exactement où continuer à frapper aussi. Fait que non, c'est... you're only as strong as your weakest link. Hein? Fait que tu joues ça. Mais des fois, tu peux le voir inversé aussi. Tu sais, des fois, tu peux te demander si j'étais l'autre équipe. Des fois, moi, je me le demande. Puis j'ai une faiblesse dans mon jeu qui est. J'étais l'autre équipe, qu'est-ce que je ferais pour battre mon équipe? Pour me battre, pour battre mon équipe. Dans le fond, j'étais eux, je serais juste à viser là toute la game. Puis ils finiraient par me battre. Mettons, avec toi, ton style de jeu. Puis là, mettons, ton équipier, tu joues à notre prochain tournoi. Si t'es une autre équipe qui veut te battre, il y a sûrement une stratégie que ce serait la meilleure chose à faire pour vous battre. Ah, c'est sûr. J'ai tellement d'affaires à améliorer. Puis là, si jamais tu es capable de contrer la stratégie que l'autre équipe pourrait avoir, mais ça donne un avantage aussi parce que tout ça devient ultra stratégique, jeu d'échecs l'un contre l'autre. Puis je pense que ça fait une partie du fun du pickleball aussi, surtout rendu à un certain niveau compétitif que l'intelligence devient importante. Ouais, on dirait que moi j'aime ça. Tu sais, comme je vais jouer avec Sébastien Bordelot le prochain tournoi, Émergence. Puis j'aime ça jouer avec lui. Pour plein de raisons, il est fort sympathique puis très bon, mais c'est un coach il coach pour les Prédateurs de Nashville. Fait qu'il a le coaching bien ancré en lui. Puis il est très bon pour optimiser une stratégie en fonction de l'observation des adversaires. Puis moi, je suis super ouvert. J'aime ça quand, moi, je joue plus d'instinct, là, dans le sens que je dis pas que j'observe rien. Là. Je pense à chaque shot, je réfléchis à ce que je vais faire. Mais d'un point de vue global, des fois, d'observer quelles sont les failles, qu'est-ce qui marche plus, des patterns qui fonctionnent contre une autre équipe, je suis un peu lent. Dans ça, je remarque pas tant ça, tandis que quand j'ai un partenaire qui a l'œil aiguisé pour ça, ça m'aide bien gros. Parce que c'est ça. Mettons, pour finir ça, c'est quoi les prochaines étapes? Où tu te vois? Est-ce que tu te vois encore monter dans le classement? Est-ce que tu veux déménager aux États-Unis? Est-ce que tu veux rester au Québec? C'est quoi tes ambitions? Oui, je te dirais, en ce moment, mon but pour la fin de l'année, c'est de me faire signer sur le circuit PPA. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis là, peut-être me donner comme une autre année après ça pour essayer de me rendre le plus loin possible. J'aimerais énormément ça, me rendre fin de l'année, peut-être top 30 PPA, puis après ça, continuer. Comme cette année, je me suis rendue à 62. Okay. Ouais. C'est très bon. Mais 62 sans pouvoir jouer tant de tournois que ça. Là, les gens là-bas, ils jouent tous les tournois. Puis il y en a comme... il y en a comme 3 par mois. Moi, j'ai joué peut-être 5 PPA cette année. L'année passée, puis c'est ça. Je me suis rendue à 62, fait que c'est bon. Fait que là, si je peux me faire signer PPA puis jouer comme un 16 tournois cette année, j'aimerais ça me rendre top 30. Ça serait mon but. Mais avant tout ça, je veux juste m'assurer de vraiment bien développer le programme de l'esprit sportif puis prendre ce temps-là. Comme là, jusqu'en avril, je vais prendre le temps de juste m'entraîner énormément puis de bien partir le projet. Puis après ça, je vais recommencer des tournois PPA. Puis une question dans le sens que peut-être je ne veux pas revenir sur quelque chose, mais ça m'intrigue quand même. C'est-à-dire que, tu parles des coûts quand même très élevés des tournois, puis c'est quand même souvent aussi une prise de risque. Là. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu peux avoir un gros déboursé, puis si tu n'atteins pas les 8e de finale, c'est un déficit. Là. Est-ce que la Ligue canadienne où tu es rendu pour London, le Smash, ça? Smash de London, ça, vous avez des salaires quand même. Puis j'imagine que vous avez des salaires de base, puis en fonction de, mettons, les victoires avec les Lions de Montréal, j'imagine que ça vient avec des bourses supplémentaires quand tu gagnes la Ligue? Oui, c'est ça. Tu as des appearance fees, tu te fais payer à chaque rencontre. Puis si on finit top 3 dans la rencontre, tu reçois un montant additionnel. Dépendamment de... Fait que j'imagine que tu factorises tout ça dans tes... C'est-à-dire, tu essaies de le voir d'un point de vue global. OK, là,
ce tournoi-là va être une prise de risque parce que je sais pas, je vais aboutir dans le tableau principal ou je sais pas si je vais faire les 8e de finale. Mais je me suis fait un coussin parallèlement avec la Ligue et d'autres affaires. J'imagine que tu essaies de voir ça d'un point de vue général. Oui, exactement. J'essaie d'avoir le plus de coussins possible. J'ai ma compagnie de raquettes Nova. Après ça, j'ai mon coaching avec Tennis Canada. J'ai ma job temps plein avec l'Esprit sportif. Je fais du coaching à part de ça. J'essaie de vraiment... Là-dedans, faut que tu t'entraînes. Faut que je m'entraîne. J'essaie de m'entraîner un minimum de 3 heures par jour quand je peux. Mais ouais, j'essaie de prendre le moins de risques possible puis de m'inscrire au tournoi où je pense que je peux aller plus loin dedans. Non, mais tu sais, c'est moi, excuse-moi, je t'ai fini ta phrase. Ah, non, mais rendu là aussi, c'est là où il faut que tu trouves des commandites qui peuvent aider. Le pickleball, l'argent que tu fais, c'est beaucoup à travers des commandites. Fait que, ça l'aide beaucoup. Ça commence à être alors, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent commanditer. Oui, s'il te plaît. Mais pour ceux qui ont des compagnies qui sont intéressantes à commanditer, le Pokéball devient tellement populaire au Québec. Vraiment. C'est tellement des belles vitrines de visibilité vite, maintenant. Là, ça monte exactement. Vite, là, c'est incroyable. Ça rejoint, tu sais, il y avait une pensée que le Pickleball, c'était vraiment les gens de 100 ans et plus, mais là, c'est plus ça, mais plus ça du tout. Tu dis 100 ans et plus? 60 okay, 60 100 ans et plus. C'est comme, ouais, tabarnak. Déjà, là, me rendre là, c'est un exploit. Mais tu sais, ça rejoint là, toutes les catégories d'âge, puis il n'y a pas grand-chose qui font ça. Fait que, tu sais, pour les commanditaires, ça peut être intéressant de commanditer des joueurs aussi pour les aider dans leur carrière, puis aussi commanditer plus tard des futurs jeunes joueurs pour les aider à la progression. C'est, dans tous les sports de haut niveau, les commandites, ça reste un must. C'est tellement un nouveau sport que présentement, les commandites, ça doit être relativement assez bas versus, mettons, le tennis ou les autres sports qui sont peut-être un peu plus implantés de façon, c'est plus médiatisé aussi, fait que la commandite est plus lucrative. Mais tu sais, le côté popularité reste quand même que pickleball, c'est un des sports avec la courbe de popularité la plus agressive, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me dis, s'il y a des gens qui veulent commanditer puis qui veulent pas arriver et être obligés de, je sais pas moi comment ça vaut une commandite d'une joueuse, mais que d'arriver dans des Nike, Adidas, puis tu sais, dans ces trucs-là, je pense que c'est un bon moment pour rentrer présentement comme, tu sais, dans le marché pickleball, surtout au Québec, là. Tout à fait. Ben, moi, je trouve ça beau, en fait, mais tu sais, j'admire la dévotion d'un athlète ou d'une athlète là, comme elle qui va faire ses tournois, qui est motivée de s'améliorer, puis qui a des objectifs clairs. Puis moi, je suis un fan de sport, fait que ça, le point de vue général, mais félicitations, puis je te souhaite tellement, je te souhaite que tous tes désirs se réalisent, puis l'esprit sportif... ça ouvre quand à peu près? Ça ouvre bientôt, on ira jouer. C'est ça, justement, j'avais demandé qu'on aille jouer après le podcast, mais c'était pas encore ouvert, mais on mettra ça. Ça n'est que partie remise. Ouais, J'adorerais ça. Tu vas pouvoir avoir le service d'Anne-Sophie. Il est plutôt rapide. La personne qui m'a passé le plus d'ace dans tout. Pour vrai? C'est très cool. Merci beaucoup d'être venu. C'est d'être porté au jeu, au Émergence Pickleball. On te remercie beaucoup pour toute ton implication dans le pickleball au Québec. Puis on te souhaite beaucoup de succès. Simon, tout le temps un plaisir que tu fasses partie de nous. Merci, Alex. Jean-Thomas, as-tu un petit mot de la fin? Non, mais c'est ça. S'il y a des commanditaires, pour vrai, qui peuvent vous intéresser. Intéressez-vous. Puis, Raquette Nova, tu dis ta propre raquette, allez voir ça sur Internet, en t'encourager pour tous les projets que tu fais. Donc, sa raquette a fait des as à Simon. Elle va très bien. Puis, tu sais, mettons, on aimerait ça faire un volet spécial pour les membres KO Sport. Donc, j'aimerais ça voir comment Jean-Thomas serait capable de se débrouiller face à toi sur un petit match, là, je sais pas combien de temps. Là. Sur un terrain qui a beaucoup d'inégalités. Le plancher. Il est tout aussi inégal pour toi que pour elle. Fait que, pour ceux qui voudraient voir le match, si vous êtes membre KO Sport, vous pouvez voir le match. On va se faire un petit match rapide après le podcast. Parfait. Bon, merci à vous autres. Game on. Salut. Là, bye. Merci.